Drop Contact, pour moi, c'est la meilleure solution pour réussir à cleaner son CRM, faire en sorte d'avoir une data qui est quasi parfaite, dédoublonner ses contacts, avoir un CRM bien enrichi, un CRM propre et à côté de ça aussi être sûr de toujours contacter la bonne personne, d'avoir de la data de qualité, ce qui est aujourd'hui un des plus gros pains, je pense, de 99,999% des boîtes qui font de la prospection. Alors, Lemlist, pour moi, c'est une solution qui te permet de faire du cold email et maintenant de faire du multi-channel, donc de pouvoir aussi faire des messages sur LinkedIn, qui avance très vite, qui évolue très très vite et à mon sens aujourd'hui plus rapidement que ce qu'il y a sur le marché. Il y a des super synchros et des automatismes que tu peux faire avec plein de solutions. Et de ce que j'ai vu d'ailleurs et de ce que je connais, parce que c'est un marché que je connais depuis longtemps, le cold email, c'est ce que je trouve le plus parfait en termes de synchronisation avec les CRM, que ce soit Pipedrive ou maintenant il y a HubSpot et il y a Salesforce dessus et ils sont en train d'avancer vraiment très bien là-dessus. Il y a, ouais, il y a, franchement, nous, quand je regarde l'Emlist, au niveau des messages, au niveau de ce qu'on peut faire avec, tu as vraiment beaucoup de possibilités et surtout, ça va vite. Donc, c'est vrai que une fois que tu utilises le produit, tu es un peu tiré aussi sur les évolutions du produit et ça te permet d'améliorer et d'itérer et d'améliorer en fait ce que tu vas être capable de faire pour entrer en contact avec les gens. Et puis, c'est des gens qui savent faire du cold email. Et le produit qui avait été lancé aussi, qui était assez cool, après ça a été suivi, et donc il y a des trucs qui ont été faits là-dessus, mais c'est le fait de pouvoir… Alors ce qu'on appelle chauffer ton adresse email, ce n'est pas vraiment chauffer ton adresse email, c'est améliorer ta délivrabilité avec l'Mwarm, qui est inclus effectivement dans l'Mlist. Et ça, c'est assez smart parce que je ne rentre pas vraiment dans la technique, mais ça te permet d'avoir beaucoup plus d'emails qui vont arriver dans la boîte principale des gens à qui tu shootes des emails. Et ça, c'est vraiment un des pains importants. Moi, je sais très bien ce qui m'a inspiré chez toi. Ouais. Franchement, Attends, je vais me c'est… redresser d'abord. Ouais. Non, moi, c'est vraiment ta résilience, quoi. Ouais. C'est depuis que je te connais, franchement, tu as toujours gardé. Je sais qu'il y a eu des moments difficiles, des moments, tu vois, mais tu as toujours gardé, tu vois, la tête froide, ton cap. Et je me souviens, tu sais, au tout début, quand tu te disais, bon, faut peut-être que je commence à lever parce que si je lève, je pourrais faire ci, ça et tout. Et en fait, tu étais genre vraiment patient. Tu avais ce truc de bah, je suis solo founder donc c'est 10 fois plus compliqué. Mais en fait, je te voyais rien lâcher, je te voyais être résilient. Et, genre, et en plus, moi, je trouvais vraiment que les fonds qui ne mettaient pas un ticket à l'époque étaient ultra cons. Parce que tu vois, genre, je te connais et je sais que tu vas faire un truc de ouf. Et en fait, le truc, c'est que tu lâcheras pas en fait. C'est ça, et ça, je pense, c'est un truc ultra inspirant parce que on a tous des hauts et des bas, mais toi, je trouve qu'en termes de morale et tout, genre, tu as toujours su garder Ouais. un moral ultra élevé, même si au fond, je sais très bien qu'à l'intérieur, c'est jamais Ouais. facile et tout ça, mais de l'extérieur, c'était toujours ouf et franchement, je t'avoue que c'était inspirant pour moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu des passages compliqués au niveau juste financier, puisqu'effectivement, moi, si tu veux, j'ai pas 25 ans et enfin, j'ai plutôt des fils de 25 ans Ouais. qui faisaient leurs études. Donc, à un moment donné, tu dois quand même payer l'appartement, les études, etc. Ouais. Et qu'il y a des moments donnés, je savais qu'il fallait qu'on avance, qu'il fallait que j'ai du temps. Donc, en fait, tu vois, quand tu as des fonds, quand tu as de l'argent, en fait, ce que tu gagnes en startup, c'est du temps. Ouais, C'est bien juste sûr. du temps. Et donc, j'avais besoin de plus de temps. Et c'est vrai que pour un fonds, je rentre pas dans la grille classique, tu vois, les mecs qui regardaient, ils disaient, bon, alors là, lui, il a un petit peu plus de 50 ans, voire un peu plus que 50 ans. Le mec, il a fait sociologie à la Sorbonne. Le dev, c'est un mec qui a codé 7 mois à 42, et ces gens-là disent qu'ils arrivent à faire un truc de ouf sur les contacts, alors que personne n'a jamais réussi à le faire. Ouais. Et donc forcément, quand tu as un fonds, la prise de risque, elle n'est pas évidente, parce que tu as quand même des comptes Ouais, à bien rendre, sûr. donc ça se comprend très bien, tu vois. Ouais. Et je me souviens, quand j'avais discuté avec Balthazar de The Family, il m'a dit, tout Denis, ton truc, toi, aujourd'hui, là où tu en es, il faut juste que tu prouves par les chiffres. Et donc, le moment donné où on en a sorti à l'époque, on n'était que deux et on faisait 30 000 de MRR. Et quand les gens ont vu qu'on faisait 30 000 de MRR, si tu veux, ils commençaient à dire, mais attends, c'est quoi ces mecs? On n'a jamais vu ça, ça vient d'où? C'est quoi cette histoire? Et c'est là où ça a commencé à déclencher. Et d'ailleurs, on a fait une levée de fonds en fin 2019, juste avant la crise, plus la BPI, et on a toujours dépensé 0 € de ça. Tu vois, on les a jamais touchés. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que ça m'a changé ma possibilité de prise de risque. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de là, bah, du coup, j'ai embauché les gens, Ouais. les choses sont montées, etc. Et on n'a pas eu besoin, puisqu'en fait, on avait déjà le product market fit et la croissance, elle est assez ouf quand même. Et donc, on est très confort par rapport à ça. Et ce n'est pas un sujet, mais
ça a débloqué le fait de se dire, OK, je peux me permettre de prendre des risques dessus. Donc oui, il y avait cette partie de résilience, mais que j'ai toujours. Et de toute manière, ce que j'ai écrit en 2004 de Drop Contact, c'est la même roadmap. Tu vois, moi, il y a zéro Ça n'a pivot. pas bougé. Ça n'a pas bougé. Après, tu as des petits trucs que tu prends, des Ouais. trucs qui sont plus longs, etc. Mais on sait où on veut aller. Et notre sujet, nous, c'est la data dans le CRM. Ouais. C'est cleaner, enrichir des doublonnés dans tous les CRM, Salesforce, Pipedrive et HubSpot. Et c'est vraiment notre roadmap sur du long terme. Tu vois, moyen et long terme, c'est vraiment le sujet de Drop Contact. Si moi, ce qui m'a inspiré, c'est vraiment ta capacité d'apprentissage. Parce que quand je t'ai connu, tu commençais. Donc J'étais ingénieur chimiste déjà. Ouais, c'est ça. Tu avais une petite agence, tu avais comment dire, un peu hacké un produit espagnol. Du coup, ça avait flingué. Et le mec, il s'était énervé, il avait bloqué tous ses clients qui étaient à Station F sur le truc. Et du coup, tu commençais à prendre de la connaissance et ta courbe d'apprentissage sur le market et sur la com et la communauté, elle est juste incroyable. Elle est d'une force de dingue. Tu vois, je pense aussi à Fabien qui a commencé aussi sur les trucs, etc. Tu vois, qui a aussi une courbe d'apprentissage vraiment cool. Mais toi, effectivement, sur ce côté-là, il est hyper inspirant dessus. Et puis, honnêtement, la réussite de Lemley, c'est-à-dire en si peu de temps d'aller aussi haut, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui le font, que ce soit des PME, que ce soit des startups, des scale-up, etc. En plus, sur fonds propres, avec pas beaucoup de monde, avec une approche très différente, en étant une référence aux États-Unis, parce que là, il y a quand même une hype sur le sujet de Lemlist. Pour le coup, c'est vraiment inspirant. Tu vois, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, il faudrait que tu dises à Guillaume que machin et tout. Je dis, qu'est-ce que tu veux qu'on dise à Guillaume? Mec, attends, on peut lui dire d'abord, il s'en fout, premier point. On peut avoir chacun notre avis sur les trucs. Ouais. Non, mais je sais, mais on peut avoir chacun notre avis sur un truc. Mais en fait, c'est pas de l'admiration, mais c'est de dire, le mec, il arrive à faire des trucs auxquels on ne croit pas. Tu vois, quand par exemple, tu avais annoncé la pseudo-levée de fonds. Et après, quand tu avais dit qu'en fait, non, c'était un montage pour expliquer qu'il valait mieux être bootstrap que truc et tout. Tu vois. Moi, je m'étais vachement interrogé sur le sujet en me disant, putain, c'est chelou quand même, parce que au niveau de l'approche, au niveau de la confiance, tu vois, personnellement, je ne me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Et après, je me disais, ouais, bon, alors c'est Guillaume, c'est Lemlist, voyons voir l'histoire, tu vois. Et en fait, si tu peux jamais projeter, et ça me rappelle un truc, alors je ne compare pas avec la boîte, et à la limite, je te souhaite même de réussir ça, mais je me souviens il y a longtemps, hein, donc on vient au siècle d'avant, c'est que j'avais vu je crois que je te l'avais déjà raconté, que j'avais vu un samedi une émission, on dit ouais, Stanford, il y a un truc incroyable, il y a un logiciel qui fonctionne, les mecs partagent ça, c'est un truc où les gens partagent des photos, et ils partagent des messages, il y a le fils de je ne sais plus quel homme politique français qui a été sur cette application, machin et tout. Moi j'étais ressorti du truc, j'ai dit putain les mecs, n'importe quoi. Un truc où les gens vont partager, ça va jamais marcher. Ça s'appelle Facebook quand même. Hein. Donc si tu veux, au niveau de ce qu'on peut avoir comme intuition à titre personnel, en fait personne n'en sait jamais rien. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et chacun a sa propre histoire. Et c'est ça qui est cool aussi, ou pas d'ailleurs, mais c'est qu'en fait tu peux jamais parier vraiment en sachant que tu seras toujours gagnant. C'est-à-dire que sinon on investirait tous sur les boîtes en disant cette boîte c'est certain qu'on va gagner. En fait tu investis sur une boîte, que ce soit en image, en travail ou en argent, et en fait tu n'en sais rien parce que chaque boîte va faire sa propre histoire en fait, sa propre réussite. Donc ouais, pour le coup, c'est hyper inspirant de ce que vous faites et les erreurs que vous faites, comme en fait vous êtes très transparent. Il y a aussi les erreurs, il y a les dysfonctionnements internes et quand tu les vois de l'extérieur, c'est aussi, ouais, je trouve ça, comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est on picore les infos, on les remet à sa propre sauce et je trouve ça hyper intéressant. Trop cool. C'est gentil, Denis. Si je devais lancer une boîte aujourd'hui, en gros, le pain point que j'ai envie de résoudre aujourd'hui, c'est autour des CRM et c'est c'est un projet qu'on va lancer l'année prochaine d'ailleurs. Donc, moi, j'avoue que toutes les choses que j'ai envie de lancer, je les lance. Mais il y a deux pain points en fait auxquels j'ai envie de m'adresser. Le premier, c'est l'inbox LinkedIn qui est juste ingérable et donc du coup, je vais faire un produit avec Vianney et François où on aura une inbox centralisée, où on aura des bons filtres, tous les trackings, donc un truc vraiment stylé. Et le deuxième point, c'est le CRM. En fait, quand je vois les CRM aujourd'hui, je sais que les commerciaux, ils n'en peuvent plus de passer du temps dans Salesforce, de passer du temps dans Pipedrive, de passer du temps dans HubSpot. HubSpot, Pipedrive, c'est un peu mieux que les autres, mais je me dis qu'il y a des choses à faire là-dessus et moi, j'ai envie de rendre ça un peu fun parce que pour moi, on doit s'amuser au travail. Sinon, c'est chiant quand on ne s'amuse pas. Si je devais monter une boîte aujourd'hui, ça serait exactement Drop Contact. Ça ne changerait pas. Tu vois, donc, tu parles de résilience, mais le mec, il est obtus, il ne bouge pas. Non, mais en fait, clairement, je pense honnêtement, Drop Contact, c'est un diamant.
qui a encore besoin de briller. Il y a encore des facettes à faire très clairement dessus et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on réalise. Mais il y a une telle demande sur le pain de la qualité des données dans un CRM que personne n'a résolu jusqu'alors, que oui, on a vraiment une autoroute devant nous et on sait comment la résoudre. En fait, toute la question, c'est une question de temps, mais on sait vraiment comment résoudre toutes les étapes. On voit vraiment où on va. Donc ça serait exactement drop contact, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que je changerai les paramètres parce que maintenant tu as l'histoire. Donc quand tu as l'histoire, c'est tout plus facile de revenir en arrière, de la dérouler d'une manière plus rapide. Et c'est ça que je changerai départ. Et peut-être un truc aussi, c'est qu'on attaquerait aujourd'hui beaucoup plus le DevOps en premier. Et ça, c'est un truc qui est vraiment sous-estimé, sous-valorisé en termes de dev, parce que quand tu n'es pas dev, tu ne connais rien, donc tu dis je vais mettre un dev. Mais la partie DevOps, elle est fondamentale. Nous, on a industrialisé toute la partie DevOps. C'est une usine, Patrick a mis ça en place. C'est une usine de code automatisé, de pipeline automatisé qui est juste ouf. Donc les mises en prod, elles sont vraiment maintenant sont devenues géniales et on a vu vraiment la différence. Donc c'est un aspect technique, mais qui est hyper important parce que si tu le mets en place dès le début, alors que tu penses que ce n'est pas important, en fait c'est trop cool. Donc oui, tu as la partie MVP sur laquelle tu vas faire ton acquisition client, tes itérations de website, de tes promesses de valeur, etc. et ton produit. Et si tu dois commencer et que tu rends compte que ton MVP commence à bien fonctionner, à mon avis, ma recommandation, ça serait déjà d'avoir mis en place effectivement ton DevOps avant de coder tes premières lignes. Et je pense que ça manque un peu d'ailleurs en France d'une boîte qui pourrait, pour les startups qui se lancent, faire une sorte de package de DevOps dessus. Et je pense qu'il y a un business aussi à faire là-dessus qui pourrait être assez cool. Stylé. Ça te fait gagner un temps de ouf. Hein. Nous, on a vraiment démultiplié la vitesse et la qualité du code qu'on produit. Et vraiment, le DevOps, c'est super plus important que ce qu'on imagine, quoi. Et ça facilite le temps des codeurs après des développeurs. Hein. Ouais, moi j'ai des petites routines. T'es blindé de routine, toi, je suis Je sûr. suis blindé de routines. Ouais. Je me lève, Je fais mon lit, c'est ça? je me lève, je fais 100 pompes, sans abdos, je bois de l'eau, je fais mon lit, je prends une douche froide. Ok. Ça c'est le matin pour moi, tu vois. Donc déjà mon matin quand j'arrive à la douche froide, je suis énervé, Ouais. mais après la douche froide, je suis bien et je sais que c'est le pire moment est passé, tu vois. Donc déjà c'est cool de commencer comme ça. J'aime bien être dans le feu dès le départ. Et pour être tout à fait transparent, quand l'hiver arrive, j'avoue que la douche froide, je l'assume un petit peu moins bien. Et je suis plutôt douche chaude. Mais en vrai, ouais, ça c'est ma petite routine le matin, juste faire beaucoup de sport. Moi, ça me fait du bien, ça me vide la tête. Et après, sinon moi j'aime bien en fait que ça soit le bordel dans ma vie de façon générale. Donc c'est un peu, j'aime bien quand c'est un bordel organisé. Donc en gros, j'ai pas spécialement de routine ou de planning. Je fais un petit peu ce que je veux. J'aime bien bosser, je fais beaucoup de multitasking. Donc typiquement, quand je vais écrire un article, je vais aussi écrire des posts en parallèle, écrire des emails et je vais switcher entre tous les trucs. Parce que moi, switcher, ça m'aide à faire mes idées pour d'autres choses et à structurer ma pensée sur un sujet que j'ai pseudo-oublié pendant quelques minutes. Et sinon, après, ouais, je pense avoir des gens autour de toi avec qui tu peux discuter de tes hauts et tes bas. Donc pas mal d'amis proches et d'amis entrepreneurs aussi. Ouais. Ce qui m'aide globalement. Ok. Moi, j'ai pas vraiment de routine en fait. Donc, je fais pas de sport, je suis pas sans abdos le matin. T'as ta moustache quand même, tu la peignes. Ouais, mais ça prend 2 minutes en fait. Ça, Ah, 2 minutes, c'est toujours. Ça va plus vite en fait que de se raser. Non, en fait, non, moi c'est le café. J'ai besoin de prendre mes 2 cafés le matin minimum. Je suis pas du matin. Par contre, je suis de la nuit, c'est-à-dire qu'en fait, je dors pas beaucoup. Hein. Je pense que je dois faire 3-4 heures par nuit. Mais non. Ouais. Ah ouais, et en fait, je fais des flashs dodo, moi. Okay. En fait, mais c'est vrai. Là, tout à l'heure, quand tu parlais, Guillaume, je dormais en fait. Non, mais même tu vois, quand je suis dans mon lit, j'ai mon téléphone. Ouais. Je peux être capable d'avoir le téléphone dans la main, de m'endormir pendant 4 minutes, et de me réveiller avec le téléphone dans la main. Et j'ai fait un flash dodo et continuer. Okay. Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. Mais oui, c'est plutôt ça. Et le matin, je suis, tu vois, une fois que je suis réveillé, que j'ai pris ma douche, mon café, etc., ça y est, c'est parti. Donc, je n'ai pas du tout de notion de fatigue par rapport à ça. Moi, j'ai plutôt un cerveau là où je mouline beaucoup, c'est fin de journée. Okay. Les idées, c'est pas mal là-dessus. Non, dans ma vie perso, elle est juste cool, bien. J'ai une jolie maison avec un bon jardin. Je suis marié depuis 30 ans avec ma femme, on s'adore. J'ai 2 gamins qui sont des anges. Voilà, donc c'est des trucs comme ça. C'est assez simple en fait, hein, simple, basique, comme dirait Orelsan. Mais ça correspond à peu près à ça. Ouais. Pour citer les grands. Ouais. Non, mais par contre, c'est vrai que je suis, moi, mon adrénaline très forte, c'est la curiosité découvrir. Je
suis un fou furieux de la veille. Je passe mon temps à chercher et à tester des trucs et ça alimente mes réflexions et mes idées. C'est vrai que tu vois, j'ai le backlog d'idées de Drop Contact, c'est-à-dire le nombre de choses qu'on a à faire. C'est-à-dire que quand un dev commence à regarder le truc, il fait… pleure. Non, mais à un moment donné, on ne le mettait pas directement dans Jira, on le mettait dans un truc où les devs ne voyaient pas. Il sait qu'il est là pour 6 à 8 ans, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut 3 fois l'équipe tech surtout. Non, Ok. mais c'est vrai qu'on a, au niveau des idées, parce qu'en fait, j'ai les idées sur le produit, il y en a pas mal, effectivement, des discussions avec des clients, mais il y a aussi une vision qui est là. Et manière de craquer les choses, je suis beaucoup sur la manière de craquer les choses et j'adore ça. J'adore craquer les problèmes, en fait. C'est mon adrénaline, elle est craquer un truc, réussir à le réaliser ou le faire réaliser, et ça, c'est un kiff de ouf, quoi. Quand tu as tes clients qui disent putain, mais trop bien cette fonction et tout, ça, enfin toi tu dois l'avoir aussi, c'est vraiment tu prends un kiff parce que tu dis que T'as créé tu vois du quelque concret, chose. tu vois du c'est concret, clair. quoi. Dans l'écosystème startup, il y a plein de choses qui sont super bien, et en même temps, de manière assez classique, tu as aussi du bullshit, tu as aussi des vendeurs de pelles. Tu vois, non, mais c'est vrai, tu vois, les pseudo-boîtes qui viennent te dire que tu vas passer dans une émission de télé, mais que tu dois payer pour participer, ça m'insupporte à un point de dingue. Les gens qui vont jouer sur la naïveté des entrepreneurs pour se faire de l'argent, les faisant miroiter des trucs, ça me rend dingue. Je ne supporte pas ça, donc je ne supporte pas dans l'écosystème, je ne supporte pas déjà auprès des particuliers de gens qui ont peut-être un peu moins de recul. J'aime pas l'arnaque d'une manière générale, donc je déteste l'arnaque, je déteste tout ça. Et forcément, quand tu es dans un écosystème qui brille, bah, tu en as au milieu, tu en as qui interviennent, tu en as qui viennent pour en profiter dessus. Donc ça, j'aime pas. J'aime beaucoup l'écosystème, j'aime beaucoup le partage. Tu vois, là, on en parlait, mais si on prend quelques boîtes qui ont été à Station F au début, et ça, on peut reconnaître The Family d'un côté, parce que les gens oublient quand même qu'à peu près tous les entrepreneurs en France se sont tous mangés des vidéos de YouTube de Oussama. Et à peu près tout le monde en a mangé dessus. Moi, je connaissais pas, j'avoue, mais j'avais grave honte. Ouais. Bah, Quand je suis arrivé, c'est toi qui m'en as parlé à Station F, mais je connaissais pas. Oui, du mais tout. après, tu vois, dans tout l'écosystème, Non, t'en mais as c'est forcément clair, regardé parce que à ce moment-là, si tu veux, ils ont diffusé beaucoup de communication gratuite, hein, ce qui a fait ils ont éduqué un écosystème. Hein. Ouais. Mais c'est clair. Alors, tu vois, en 2014, quand c'était 2014, 2013, 2014, la startup, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Tu vois, la Startup Nation, c'était vraiment pas ce que c'était. Et donc, ils ont contribué dessus de manière très forte. D'ailleurs, c'est ce qui leur a fait leur réputation, c'était la chaîne YouTube et les meet-up qui étaient gratuits, où tu avais quand même des super mecs qui venaient et tu apprenais plein de choses. Donc, tu as tout ça. Station F aussi, le moment donné où Station F a commencé, bah, tu vois, le fait qu'on se rencontre, tu vois, si on regarde Lemlist, si on regarde Phantom Buster, si on regarde Drop Contact, si on regarde des boîtes comme Luco, sur GuarantMe, enfin, tu as un paquet de boîtes qui sont trop cool, qui ont émergé de ça. Mais pas uniquement parce que c'était des boîtes qui devaient émerger, mais parce qu'il y a un écosystème, des échanges, des apprentissages mutuels, le fait d'être aussi des gens complètement barrés, parce qu'il faut quand même reconnaître. Non, mais il faut quand même reconnaître que dire tiens, j'ai fait des super études, mais finalement je vais monter un truc en bouffant mes pâtes Bolino et je vais monter une startup qui va être bingo, qui va devenir un truc incroyable où tu sais qu'à peu près 90% des boîtes qui font ça en fait se plantent. Il faut être un peu timbré, tu vois. Moi, quand j'ai dit que je quittais la boîte où j'étais pour monter une start-up, je peux te dire que tous mes potes qui avaient l'âge, les gens me prenaient pour un fou, tu vois. Et pas ma femme, parce que ma femme a une grosse confiance sur moi, mais, et un bon soutien. Mais tu vois, tous les gens disent, mais comment vous allez faire, tu vois, en mode paniqué, parce que quand tu as 40 ans, 45 ans, tu es plutôt, la plupart des gens sont en train de se dire, bon, bah, il y a les études des enfants, il y a la maison de campagne, il y a les vacances, il y a les trucs, de toute façon, sur d'autres projets. Bah, voilà, donc voilà, donc pour revenir juste sur l'écosystème, je trouve qu'il y a un truc qui manque, c'est des côtés un peu festifs. C'est d'ailleurs un peu ce que j'avais dit à Station F à l'époque, et que moi j'aimais beaucoup à The Family, c'est qu'il y avait des soirées. Et il y avait des soirées entrepreneurs qui étaient trop cool. Picolé, hein. Je kiffe quoi? Picolé. Ouais, c'est un vrai truc important, c'est-à-dire que… C'est moment off en fait. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu bosses, tu es dans des bureaux, souvent des open space, les gens se voient un peu côte à côte, et tu n'as pas… Enfin, ce qui manque, c'est plus de moments comme ça, parce que les échanges
sont hyper instructifs. Tu vois, les échanges qu'on a pu avoir, nous, à Station F, parce qu'on a fait quand même un sacré paquet, tu vois. Ouais. Quand tu avais des doutes sur des trucs, quand j'avais des questions sur les machins, quand on se prenait des cafés, etc., où on a appris mutuellement, on s'est enrichi mutuellement. Ouais, les soirs, Mais oui, bien sûr. Ouais. tu vois, et jusqu'à parfois pas d'heure. Mais ça te permet d'avancer beaucoup plus vite et d'avoir des caisses de résonance. Et justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, le côté où quand tu es entrepreneur, tu es seul. Et tu ne peux pas vraiment en parler en couple, tu peux en parler, mais en gros, ta copine ou ton copain ou ta femme ne sont pas dans le même délire. Ouais. Tu peux en parler avec tes associés, mais il y a des trucs que tu ne peux pas vraiment dire avec tes associés parce que c'est un peu différent. Tu ne peux pas en parler à tes salariés. Tu ne peux pas en parler avec des gens extérieurs. Les gens ne vivent pas la même chose. Mais quand tu es entrepreneur où tu n'as pas d'enjeu mutuel dessus et que tu es un peu dans le même état d'esprit, eh ben, je trouve ça extrêmement riche en fait. Et je trouve que ces moments de soirée, de bière, de dîner, de petit déjeuner, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus en fait. Et pas des trucs trop institutionnels, parce que ça arrive où tu as des événements un peu cool, un peu sympas, mais qui sont très institutionnels. Moi, je trouve que c'est mieux si c'est des moments plus cool en fait. Ouais. Pour citer Édouard Baird, la vie, c'est avant tout des rencontres. Non, ben, je suis assez d'accord avec Denis. Moi, ce que j'aimerais bien changer, c'est un peu cette obsession aussi autour de la levée de fonds. Et je pense que, en fait, ça me tient à cœur parce que déjà, je pense que c'est l'écosystème et l'entrepreneuriat. Tu vois, moi, j'ai découvert ça assez tard. Je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Et pour moi, ça a été une histoire d'amour, quoi. Tu vois, genre, je me suis dit, putain, mais c'est ma vie, en fait, ça, tu vois. C'est faire les choses différemment, faire quelque chose qui te ressemble, avoir cette liberté. Et moi, dans mon objectif de vie, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent vivre ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes un peu trop toute la presse, parce que la presse, c'est ce qui véhicule quand même le plus de messages. Hein. Enfin, tout le monde regarde les médias aujourd'hui. Comme on entend parler uniquement des levées de fonds, en fait, on se dit c'est le seul moyen de réussir, tu vois. Et ça, moi, tu vois, je trouve que c'est assez… on a de plus en plus d'initiatives, dont je fais partie aussi, tu vois, sur la partie bootstrapping, donc lancer sa boîte sans avoir besoin de lever, etc. Mais si tu regardes, tu vois, les incubateurs, tout ça, même si Station F fait des trucs très cool, notamment avec le programme Fighter, essayer de mettre un peu plus de mixité. Mais en fait, on a globalement, tu vois, plus ou moins des profils qui se ressemblent tous, quoi, tu vois. Et tu as l'impression qu'aujourd'hui, la Startup Nation ou l'écosystème, en fait, c'est plein de gens qui se ressemblent, qui font des choses, tu vois, ensemble, quoi. Et je trouve que c'est dommage parce que pour moi, il y a beaucoup plus de richesse. Tu vois, moi, j'ai fait 15 ans de basket, j'étais à la Goutte d'Or, tu vois, donc c'était très, très mélangé. Et je trouve que ce mélange, c'est ce qui fait notre richesse aujourd'hui en France. Et quand tu mets ce type de barrière et que ce que tu montres, c'est qu'une image avec des levées de millions et qu'à côté de ça, tu vois, t'expliques pas aux gens en fait qu'il y a d'autres moyens de le faire. Et on le disait tout à l'heure, tu vois, tu peux te lancer aujourd'hui avec quasiment rien. Pour zéro, tu peux te lancer en France. Enfin, tu vois, tu as plein de choses, des aides, des accompagnements, mais en fait, ça, les gens ne le voient pas en fait. Parce que la presse préfère globalement parler de la plus grosse levée. Et ça, c'est des articles qui deviennent que des articles à clic parce que eux, leur objectif, c'est de rentabiliser leurs médias. Et pour faire du cash avec un média, il faut que les gens cliquent, passent du temps dessus et ainsi de suite. Et ça, je trouve ça dommage. Ouais. En fait, ce dont tu parles, surtout, moi, je trouve que c'est l'image. C'est l'image qui est renvoyée. Ouais, c'est ça. C'est souvent l'image. C'est un côté marketing. Hein. Ouais, c'est un côté marketing. Mais même, tu vois, c'est aussi les succès des entreprises. On voit, il y a eu un mouvement aussi qui a un peu émergé, des échecs. Donc ça, je trouve ça assez bien aussi qu'on puisse se rendre compte qu'il y a des gens qui font des échecs. C'est quand même 90% des startups qui failent. Je ne sais pas si c'est 90, 85 ou peu importe. Mais le chiffre est très fort. Mais c'est vrai que l'image qui est renvoyée pour des médias, elle est toujours brillante. Tu as toujours un truc brillant. Sur la levée de fonds, je ne partage pas tout à fait ton point de vue et je le comprends au niveau de l'image, au niveau de la communication. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une règle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des boîtes qui doivent lever, c'est bien de lever ou pas de lever. Ça, c'est clair, mais je suis aligné là-dessus. Et je pense que selon le type de produit, selon le type de boîte, selon ce que tu veux faire, effectivement, tu as des boîtes qui doivent faire des levées et c'est trop cool. Et ils en ont besoin pour pouvoir émerger. Il n'y en a pas du tout, tu vois, par exemple dans la bio. Dans la bio, dans la tech, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Bien sûr. Tu as d'autres sujets ou pas. C'est vrai que les chiffres sont assez affolants. Tu vois, quand tu vois, j'ai oublié le nom de la boîte, mais tu vas t'en souvenir. Sorare, là, a levé 680. 680,
tu te dis Millions. waouh, ouais, 180 millions pour une application qui en gros c'est des cartes Panini avec de la crypto. Tu dis c'est ouf, Ouais. les mecs ils sont quoi, 10, 12, 20? Ouais, une quinzaine. Ouais, Mais ils sont 15, ils font beaucoup de 100 cash. millions, Ouais, 100 ils font millions beaucoup de de chiffre cash. d'affaires en un an. Ouais. Donc ils ont un vrai truc Mm. et tu vois le montant, tu te dis waouh. Quand tu regardes une boîte comme Pinterest, Mm. Pinterest où en France ça marche pas tellement, ça marche plutôt très bien aux États-Unis, Ouais. que a priori PayPal va les racheter 45 milliards. Ouais, c'est fou. Tu dis attends 45 milliards, mais c'est quoi ce montant-là? 45 milliards. Le PIB de la Tunisie c'est 40 milliards. Ouais, 45 milliards, ça vaut plus que EDF. D'accord? ouais. Pinterest, c'est un truc pour mettre des photos pour les billets, ça vaut plus que DF ou Danone. Tu vois, Bah, tu vois les choses dessus. Donc effectivement, il y a un côté un peu affolant avec des montants qui sont délirants n'est pas vraiment le terme, mais qui sont tellement monstrueux que les gens ne comprennent pas et que on ne comprend pas. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça que des boîtes fassent des grosses levées. Et je trouve ça très bien si tu es aligné dans ta boîte en disant moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des levées. Parce que dans mon business, c'est ce que je veux faire, bah, j'ai besoin de faire des levées. Moi, je préfère mon indépendance bootstrapper, être complètement indépendant sans investisseurs qui vont me dire à un moment donné où, quoi, comment aller dans le truc, parce que c'est le vrai choix hein, dessus. Cet alignement est important. Je pense qu'on n'a pas besoin non plus d'annoncer les levées, tu vois. En fait, moi, c'est juste Ouais, tu vois, la juste com. en fait, le fait que si tu regardes aujourd'hui, tu vas prendre les EcoStart Ouais. ou ce genre de médias, tu vois, Ouais. pro startup. En fait, tu regardes la suite des articles, c'est que des levées. Oui, En fait, tu vois, ça tronque l'image. Bah ouais, et puis tu vois, non, mais surtout, c'est que j'ai plein de potes qui lèvent, Ouais. toi, tu as levé, enfin, tu vois, ça me fait kiffer pour vous et c'est Ouais, trop ouais. bien et tout. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a d'autres choses à côté. Bien sûr. Et en fait, on a trop tendance à associer le succès à la Oui. levée, alors que ce n'est pas le cas. Ouais, ouais. Et donc, en fait, ça te fait une image totalement tronquée d'un Oui. écosystème. Et je trouve ça dommage, tu vois. Oui, Et oui, je suis pour moi, d'accord. en vrai, genre Sorare, c'est une boîte française, Sorare, qui lève genre 680 millions, c'est ouf, faut en parler, bien Ouais. évidemment. Mais tu vois, d'autres boîtes qui existent depuis, je sais pas, 15 ans, emploient 200 personnes, Ouais. grossissent, on fait tout sans investisseurs et tout, c'est des histoires de ouf, il faut Oui. les raconter aussi, tu Ouais. vois. Ouais. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas un petit peu Oui, juste oui. ce mélange, tu vois, Ouais, parce ouais, qu'on je a suis une d'accord. richesse d'informations qui n'est pas présentée. Ouais. Non, mais ouais, c'est vraiment l'image que ça renvoie. Ouais. Mais c'est comme tout, tu vois. C'est entre guillemets, si les messages sont un peu vulgarisés et rarement expliqués. Donc tu vois, quand des gens te disent ouais, mais cette boîte-là, elle fait que des pertes, les gens ne comprennent pas que dans les startups, le fait d'avoir des pertes en soi, pour certaines boîtes, dans certains business, c'est pas un problème. On va remonter un tout petit peu dans le passé. Si tu remontes juste sur Amazon au départ, tous les gens qui disaient qu'Amazon c'était complètement naze, c'était une boîte qui faisait que des pertes, qu'il fallait jamais investir dessus. Quelques années après, tu dis bon bah écoute, ils ont trouvé un petit créneau quand même, l'air de rien. Donc non mais c'est compliqué, tu vois. Moi je me souviens quand je suis allé faire coup d'état de famille, je l'ai fait pour une raison, c'est que moi j'avais historiquement effectivement une boîte de sondage où compte de résultats, comptable et commissaire aux comptes, etc. Donc un business plan où il y a ce qui rentre et ce qui sort, tu vois. Et quand je voyais des boîtes qui faisaient des levées de fonds, je ne comprenais pas. Je me dis mais attends, les mecs ils sont zéro chiffre d'affaires, ils font 1,5 million de levée de fonds. À l'époque, c'était 1,5 million. Ouais. C'était gros, 1,5 million à Ouais, l'époque. c'est Maintenant, c'est clair. plus la même chose. Ouais. Et je dis, mais je ne comprends pas ce modèle, en fait. Et forcément, les médias, quand ils sont un peu mainstream dans le message, tu as ce que tu évoques, il y a une image tronquée et qu'il ne faut pas garder que cette image-là, mais il y a le reste sur lequel, effectivement, il y a beaucoup de choses à communiquer. Et ouais, ça manque, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, honnêtement, il y a un truc. Est-ce que vraiment on a besoin de publier qu'on a fait une levée de fonds, tu vois? Moi, j'ai fait une levée de fonds, je ne l'ai pas publié. Non, mais tu vois, c'est cool pour certaines startups, ça leur permet Non, de mais même de le recruter, publier. tu vois, d'avoir bon. Non, mais tu vois, je te rejoins sur cette image-là. C'est quel est finalement l'intérêt de dire que tu as levé. Alors oui, Sora, c'est différent parce que c'est tellement exceptionnel. Mais si tu es une boîte qui fonctionne bien, tu as levé 20 millions, ou tu as levé 50 millions ou 100 millions, c'est quoi l'intérêt? Alors il y a le vanity, Ouais, c'est de ça. dire Hein. waouh, regarde, je suis Mm, cette foule, j'ai levé 100 millions. Mais en fait, tu n'as pas besoin de ça. C'est-à-dire que pour recruter, tu n'as pas besoin de faire une annonce pour dire que tu es une boîte qui fait 100 millions. Tu vois, je sais pas, il y a un truc un peu. Peut-être que moi, quand je leverai 100 millions, peut-être que je le montrer, j'en sais rien. Tu vois, c'est plus facile de le dire comme ça quand tu es à l'extérieur. Tu vois, après, il y a des trucs que je comprendrai peut-être à ce moment-là si un jour je fais ça, ou si j'ai réussi à le faire ou pas. Je sais pas si c'est une réussite d'ailleurs. Mais ouais, sur la com, ouais, il y a un truc, ouais, il y a un vrai truc. J'ai pas mal de profils en tête en fait. C'est ça qui est un peu difficile de choisir. Vas-y, file-en un, comme si je de le choisir, ferais. je pense qu'un truc qui peut être stylé, c'est de faire venir Dicom et Bakang qui avaient monté Dear Musli et qui ont monté maintenant des jeux de cartes, qui font des podcasts. Enfin, tu vois, c'est des mecs pleins d'énergie, vraiment cool et qui ont
qui ont appris énormément de leurs erreurs et avec qui c'est ultra facile de discuter. Donc, super bonne vibe et franchement, passe toujours un bon moment avec eux. Dans les gens invités, ouais, il y a Guillaume Lestrade. Et Guillaume Lestrade, il a monté plusieurs boîtes en fait. C'est ça qui est cool. Ouais. Ouais. Il y a l'initiative de Miro, il y a l'initiative de Lito, il y a une autre boîte en ce moment dont j'oublie le nom qui est sur la météo et pour permettre en fait aux entreprises d'anticiper des choses sur les terrasses ou sur des ventes de trucs, sur du e-commerce, c'est un truc assez ouf. Okay. Et il est dans le… Guillaume, il a une particularité, c'est qu'il reconnaît qu'il est très bon pour lancer des choses. Et après, le reste, il est peut-être moins bon, je ne sais pas, mais c'est moins… Je pense que ça le fait moins kiffer. Ça fait moins kiffer. Voilà. Et le développement de la boîte d'après, c'est moins son truc. Ouais. Et donc, en gros, il se dit, voilà, je monte une boîte, je réunis, je forme une équipe là-dessus. Et après, j'en sors et c'est l'équipe qui va déployer le truc, etc. Mais Lito, ils ont été rachetés là, dernièrement, tu vois, donc assez rapidement par une très belle boîte aussi. Donc, c'est des belles réussites et c'est son schéma. Et du coup, c'est aussi d'abord, c'est quelqu'un d'assez humble et qui est peut-être l'un des plus gros investisseurs en nombre de boîtes dans lesquelles il investit. Tu vois, on ne le sait pas forcément. Mais effectivement, il investit dans pas mal de boîtes dessus. Si tu regardes son profil LinkedIn, et tu vois le nombre de boîtes, fait what, tu vois, et dans des très belles boîtes dessus. Donc tu vois, quelqu'un qui est assez humble, qu'on voit pas trop, on n'entend pas trop parler. Non, on le voit jamais. Ouais, on le voit jamais, tu vois. Et la plupart des gens savent pas que c'est le mec qui a cofondé Miro, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, qui a fondé Miro, parce qu'il était solo. Il a été solo pendant 3 ans. Ouais, il était. Donc voilà. Donc ouais, Guillaume Lestrade. Les gens de l'ombre. Merci pour l'invitation. Salut la communauté. Ciao.